délinquant. Avec des ordinateurs. Hacker éthique. Mode avion. Oui. Les flippers qui sont autour de nous. Plus de fesses, plus de fesses. Y'a pas X-No. Troisième, IRM. C'est son temps et l'argent. Yes React. Venez avec nous. 3000 balles. Mon papa il est dans la salle, il est là-bas. Va regarder une conférence. Alors, on a trouvé le stand de la DGSE. Direction toilette. Allô. Allô. Dis coucou la caméra. C'est parfait, merci. C'est important d'avoir des vidéos de qualité, tu vois. Eh, vous voyez ce que c'est là? Oui. Vous voyez rien du tout. Bonjour. Hello. Bonjour, ça va bien? Alors, je sais pas si vous voyez dans le fond là, vers là. Ça, c'est la salle de conférence de l'EHAC 2024. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a personne. Il y a personne. On est tout seul. On est tout seul. Il y a 2-3 techniciens qui traînent, mais ça s'arrête là. Effectivement, ils sont en train d'installer tout le matos de lumière, matos vidéo, tout ça. Et nous, on est deux glandus en plein milieu en train de faire un vlog. C'est ça, on est en train d'embêter les gens, et puis on a eu les petits badges, et faut avouer qu'ils sont très très jolis. Hein. Du coup, on va tourner un petit peu pour vous montrer les lieux avant qu'il y ait tout le monde, parce que l'année dernière, on vous a montré comment ça se passait, on va vous montrer aussi. Hein. Mais cette année, on s'est dit, les backstage, c'est quand même fun, on voit pas trop comment ça se passe, les petites mains qui travaillent en souterrain. Là, on va essayer de vous montrer tout ça, puis voilà, ça va être assez cool, hein, je pense. Donc vous l'avez compris, là on est jeudi, la veille de l'ouverture, et HZV, l'association qui organise le hack, nous a autorisé à venir faire un petit tour pendant les préparatifs. Ouais, là je vois Osint Industries. Tiens. La visite commence bien et on essaye de ne pas trop déranger les gens qui bossent. Allez, direction la salle des badges. On va voir les esclaves. Voilà. Les petites fourmis comme on nous a dit gentiment. Là, on a réussi à abattre un peu plus de... Enfin, eux, parce que moi j'ai supervisé, ils ont abattu un peu plus de 3000 badges en, je pense, à peine une demi-heure. J'aime bien comment tu dis ça, supervisé. Je me suis retrouvé à compter quand eux, ils oubliaient de compter, quoi. Et on m'a mis 1 millier de badges sur les bras et sur le cou. Un vrai arbre de Noël. Ah, nice. Tiens, Noubo, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? On a trouvé le stand de la DGSE. Ah. Donc on s'est dit on allait leur laisser un petit cadeau. Exactement. On a mis un petit micro en fait. Juste en dessous. Ah, attends, tu peux me redire ça? Ouais, juste là. Juste un là. petit micro. Très bien, parfait. Donc c'est juste un petit cadeau pour eux, comme ça on va suivre un petit peu ce qui se dit pendant les 2 jours de l'EHAC, voir s'ils ont été capables de trouver le micro ou pas. Et sinon, si vous voulez venir discuter avec nous, avec grand plaisir, on fait plein d'émissions super cool. Ouais, tout le Et temps. exactement, et on adorerait parler un petit peu avec vous, donc venez nous chercher. Bien, ça y est, ils ont fait leur connerie, ils sont contents, on peut continuer. Direction la salle de conférence. Et là, pour la première fois, on a le temps de regarder tout le matos déployé pour l'événement et c'est juste incroyable. Que du gros matos de pro, ça claque. On obtient même l'autorisation de rentrer dans la régie, des dizaines d'écrans, de serveurs, de câbles, de consoles, très impressionnant. Il y a un dernier endroit qu'on veut voir avant l'event, direction le sous-sol. Donc une fois de plus, on va voir le loft, mais avec pas 500 personnes dedans. C'est ça. Ça va faire bizarre. Donc là ça va être l'endroit où on va faire le wargame et où il y aura le live event Bug Multi de YesWeek. Magnifique. Les rideaux les plus bleus que vous ayez jamais vus. Est-ce que c'est bleu d'ailleurs? Oui, c'est bleu. Méga daltonien, ok, c'est pas violet. Non, c'est bleu. Je sais pas si vous savez ce que c'est ça. Est-ce que vous arrivez à reconnaître ce que c'est ou pas du tout? En fait, c'est le pied de l'écran géant du hack. Voilà. Là, on s'est baladé un petit peu sur tous les stands, dans toutes les salles. Ça fait très bizarre, il n'y a vraiment personne. Il y a beaucoup de gens qui taffent sur tout ce qui est, on le voit là derrière nous, hein, tout ce qui est lumière, tout ce qui est son. Sinon, qu'est-ce qui se profile d'autre? Eh bien, ce soir, ça va être soirée OSINT-FR et Hack the Box Meetup fusionnés. Il y a une fusion des deux. Ça va être à l'école, à l'ESGI. Ça s'annonce vraiment pas mal avec des petites rumps intéressantes. Clairement, ça va sentir le barbu et le renfermé ce soir. Je pense. Et la pizza et la bière et tout ira bien. Et la sécu, donc et quoi? parfait. Hein? Ah ouais, non, je crois pas. Non, on m'a dit pizza, bière. Bon, voilà. Bière, je passe mon tour, mais pizza, je suis preneur. On retrouve tout un tas de personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, de nouvelles têtes aussi. Ouais, c'est bon, ça tient, tu peux lâcher.
Ok, parfait, go. Moi, c'est Euse. Je bosse en tant qu'ambassadeur Hack the Box depuis 2 ans et demi. Huge, président de l'association OSINT-FR, bien évidemment. J'adore l'InfoSec depuis une quinzaine d'années. L'année dernière, on a fait un Before le Hack déjà. J'avais été DM par un membre du staff OSINT-FR en disant on a vu que vous faites un Before. Nous aussi, on fait un Before normalement, mais pour éviter qu'il y ait split des commus, on l'a décalé ou annulé pour que les gens puissent venir à votre meet, parce que ça a l'air sympa. Donc voilà, on avait parlé à l'époque de se dire peut-être on pourrait faire un meet conjoint l'année prochaine. Voilà, la bière faisant beaucoup aussi dans notre collaboration. Aux ITFR, on a organisé des before régulièrement pour différents types d'événements. Là, le hack, côté hacking, on allait peut-être un peu plus effacer le côté investigation type journalistique ou autre, etc. Et plus s'orienter sur un côté tech. Et pour nous, avec Hack the Box, ça faisait sens parce que, on sait tous ce qu'ils font et les connivences. Et en fait, les gens sont souvent des fois dans les deux communes en même temps. Et donc en fait, c'était un peu le crève-cœur pour pas mal de gens de devoir choisir. Et donc là, on a essayé de mutualiser et ça marche plutôt pas mal. Effectivement, ça marche plutôt pas mal. On avait 200 personnes inscrites normalement. On n'a pas fait le compte à l'entrée parce qu'on avait la flemme. Mais je pense qu'on a large plus que 200. Alors l'année dernière, on était 125 inscrits officiellement. Enfin 125 d'après la police et d'après les syndicats, je pense plutôt 175. Côté track, on a commencé par une intro classique. Ensuite, on a eu donc Hilarex, qui est pentester chez Ballpoint, qui nous a parlé de honeypot et de comment on peut utiliser le fait de déployer des honeypots pour parfaire ses connaissances réseau. Parce que souvent, c'est un côté qu'on néglige un peu en pentest. Les jeunes sont en école et ils veulent pentest, je veux péter de l'AD, et ils connaissent pas les protocoles. Et en parallèle, on avait un talk du coup chez OSINT-FR. On avait 2 talks principaux. Le premier de Palenat, qui nous a présenté des techniques d'anonymisation pour l'investigation et des cas d'investigation réels, notamment sur du cybercrime. On avait dans un deuxième slot Baptiste de Snowpack, qui nous a présenté en fait, des techniques d'anonymisation en réseau qu'ils ont produit et les enjeux sous-jacents à créer un Tor-like Made in France. L'esprit de cohésion est quand même assez important. On a beaucoup de tous des activités en ligne, mais se voir, justement le hack, c'est un peu l'événement social où on voit les gens une fois dans l'année parce qu'ils viennent du Canada ou je ne sais où encore. La Bretagne, encore plus loin même. C'est un instant d'échange face à face. Des fois vaut 20 000 discussions Discord ou visio ou mail. Voilà. Et puis on voit des gens de très loin, genre la Bretagne profonde où il n'y a pas internet parce que la tempête. Ok, coupez, ça va partir en couille. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker les 2 communautés en description. Et pour les curieux, rendez-vous l'année prochaine. Interview midi, premier jour. Quel beau clap. Ça clappe. Franchement, ça claque. Pardon. Monsieur, on a 2. Voilà. Moi, j'ai filé le deuxième à quelqu'un, je ne dirai pas qui. Allez, Nat. Hier soir, on était au meet-up Hack the Box et OSINT-FR. C'était super cool comme event. On a vu des rumps et des présentations qui étaient pas mal du tout. Là, on a dormi. On est extrêmement frais. Moi, j'ai enfin dormi après le voyage depuis Montréal, donc je peux vous assurer que ça va mieux. Et cette année, du coup, on s'est dit, on va faire un petit tour rapide le matin, mais ensuite, on va pas rater les workshops, les conférences, etc. Et donc là, il est quasiment midi et on a déjà raté la première matinée. Évidemment, parce qu'on a rencontré beaucoup de monde. Hein. C'est un peu le principe du hack. Hein. C'est un gros event social. On va essayer de faire des petites confs quand même, ça serait pas mal. Quelques interviews en backstage le plus qu'on peut. On va essayer d'attraper des gens qui font des conférences justement. Le programme de conférence est bien chargé et cette année, on compte bien en profiter. Avant de s'y diriger, on a repéré un individu de type louche et on va aller l'interroger. Je suis Palenat, mégadose, ça dépend des fois. Je suis le président d'OSINT Industries. Et je fais aussi des fois un peu d'open source et de temps en temps un peu d'OSINT. OSINT Industries, donc, c'est une société qui vend des outils principalement pour faire tout ce qui va être recherche sur des emails et des numéros de téléphone. Donc on va être capable de récupérer des informations en temps réel, c'est-à-dire que nous on n'a pas de base de données, donc c'est vraiment que de l'OSINT, que de l'open source. On va être capable de récupérer différentes informations, informations de temporalité, informations de localisation, les comptes sur les réseaux sociaux. Tout ça bien entendu à un point de vue défensif ou pour des professionnels du milieu. C'est principalement de ce côté force de l'ordre, c'est pas trop fait pour des CTF. On a un site public, tout le monde peut acheter. On a aussi les journalistes qui nous utilisent pas mal. Tu peux nous expliquer rapidement le principe un petit peu? Ouais, bien sûr. En gros, vous allez rentrer un email, un numéro de téléphone et on va réussir à récupérer toutes les informations. Tout ce qu'on récupère, ça peut être récupéré manuellement. C'est juste que nous, on l'a automatisé. Donc là, on avait écrit 200. Aujourd'hui, on a un peu plus de 300 plateformes sur lesquelles on va réussir à récupérer de l'information. Le but, c'est juste de faire gagner du temps. Tout est une question de temps et d'argent, mais en général, c'est quand même relativement rentable. Ça marche sur n'importe quoi, les emails, les numéros de téléphone.
c'est pas centré que européen, ça a marché vraiment dans le monde entier. Tout ce qui va être russophone, chinois, États-Unis, ça marche vraiment partout. On n'a pas axé ça que sur l'Europe. Pourquoi le hack? Parce que c'est un événement qui me tient à cœur. Ça fait des années qu'on vient. On s'est dit qu'on allait prendre un stand et faire gagner des gilets par balle, quoi. Donc on trouvait ça un peu drôle. N'hésitez pas à aller sur Ozint Industries, tester par vous-même. Vous verrez, ça peut être très drôle ce que vous pouvez trouver sur vous-même. C'est pas mal, hein, juste d'avoir une hygiène numérique un peu clean, se rendre compte de ce que vous allez exposer sur les réseaux sociaux à la vue de tous. N'hésitez pas à passer, hein, si vous êtes à Le Hack ou à des prochains salons, on sera sûrement là. Allez, cette fois, c'est bon, on pose nos fesses dans la salle de conférence et on fait un petit break en écoutant des talks très intéressants. On vous invite à checker le site officiel pour le programme et la chaîne YouTube pour les VOD. On vous avait promis des interviews, alors il est temps de se mettre en embuscade près de l'entrée des artistes à la recherche d'une célébrité. S'il vous plaît, un autographe. Oh, arrêtez. Mais dis-moi Fred, où est-ce qu'on est? Alors, venez avec nous, ici on est dans la régie de la Cité des Sciences. Nous sommes seuls, donc pour le micro, on va se débrouiller. Ah, et ça on aime beaucoup. À ce moment-là, il reste environ 15 minutes avant la montée de Shutdown sur scène et on se retrouve à nouveau dans la régie pour installer son micro et faire les tests audio. Même si ça plaisante encore, on sent que la pression monte au fur et à mesure. Il y a 3 conseils avant d'aller faire une conf. Le premier, c'est bouteille d'eau avec soi, parce que quand on parle, on a la gorge sèche et après c'est impossible. Deuxième, c'est mode avion. Et troisième, c'est 5 minutes avant, direction toilette. C'est la règle. Sinon après, quand tu commences à aller sur scène et qu'ils te disent vas-y, let's go, tu te dis attends, j'ai le temps là. Et non, t'as plus le temps. Tu vas garder le micro pour la toilette ou... Je sais pas. Plus que 6 minutes avant son passage et on l'intercepte pour avoir quelques impressions de dernière minute. Alors, ce qui va se passer Qu'est-ce qui va dans se passer 6 minutes, mon cher, c'est que je vais faire une conférence donc, pour le hack. Et en gros, le sujet du talk, c'est trouver sa place dans l'infosec. L'idée, c'est qu'on va parler un peu ressources, communauté, job, salariat versus indépendant, bug bounty, fiscalité. Enfin, vraiment, c'est tout ce que j'aurais aimé savoir en démarrant dans la cyber. Comment ça se passe juste avant une conf comme ça? Est-ce que t'as un petit coup de stress, un petit coup de trac ou ça Ouais, va... toujours. Non, mais si, toujours. Parce qu'on sait que ça se passe bien. En général, on maîtrise le sujet et tout. Mais on a toujours envie que les gens repartent avec quelque chose en plus, que ça plaise aux gens. On fait pas cet exercice juste pour soi. Enfin, on le fait principalement pour les autres. Hein. Donc, il y a un petit track avant. Mais une fois que le premier mot est sorti, ça déroule. Et d'ailleurs, on m'a donné un conseil hier que j'ai toujours appliqué un peu inconsciemment, mais qui est 200% vrai et que je donnerai là. C'est si vous faites une conf, vous apprenez la première phrase par cœur et le reste déroule. Allez, le temps est écoulé, c'est parti. Talk est lancé, tout semble bien se passer, et nous on retourne du côté spectateur pour profiter de tout ça. Le sujet était vraiment super pour des personnes qui se cherchent encore dans le milieu de la cyber. Si ça vous intéresse, guettez la sortie de la VOD, nous ça nous a vraiment plu. Retour en coulisses, et le talk se termine. Vous le connaissez, le harcèlement, on adore ça. Donc on l'intercepte une fois de plus pour avoir ses impressions à chaud. Monsieur, comment ça s'est passé? Je pense bien. C'est toujours un peu difficile de démarrer parce que les salles se remplissent au fur et à mesure qu'on parle. Et donc forcément, moi ça me distrait beaucoup. Et donc du coup, pour aller chercher mes mots, c'est compliqué. D'habitude, je suis parfait dans le timing. C'est-à-dire que j'ai mon téléphone à côté et j'ai une petite technique pour vous autres speakers. C'est de mettre dans un coin de ma slide le timing auquel je dois être à cette slide-là. Sur quelques slides, je mets sur une dizaine de slides. Et ça me permet régulièrement, quand je vois ce nombre, de regarder mon tel, de me dire ok, je suis à moins 2 minutes. Et donc il va falloir que je rattrape. Là, il y avait une slide sur laquelle je devais être à genre 18 et j'étais à 26. Et là, c'était chaud. Donc ça nécessite parfois de faire des concessions sur quelques éléments, mais je l'avais un peu prévu, parce que les slides, je les ai quand même finis hier à 4h du mat, donc aujourd'hui. Et quand j'ai vu que c'était assez dense, et que j'ai commencé à mettre les timings, je ne l'ai pas fait en m'entraînant, parce que j'avais pas le temps de le faire, j'avais envie de dormir. Mais en le faisant, tu te rends quand même bien compte qu'il y a un truc qui ne va pas dans le calcul. Et donc il va falloir à un moment rattraper. Mais c'est une question d'habitude, parce que quand moi j'ai l'habitude d'aller regarder mon téléphone et de comparer en fait à la slide, j'ai l'habitude d'aller rattraper le retard. Simplement, là, le retard, il était plus important que d'hab, donc il fallait vraiment faire des concessions sur quelques slides. T'as eu une petite interruption aussi, ça a dû un peu te
Alors les Poche de interruptions, limite, franchement je vais te dire, les interruptions je suis plutôt habitué parce que comme je te dis, vu que je suis facilement déconcentré, il y a un truc qui passe, ça va me couper mon flux en fait. Voilà, par exemple là je répondais à une question, bon il y a une nana qui s'est vautrée dans les escaliers, elle a l'air de bien aller, mais quand je l'ai vue, ça m'a complètement coupé Ça le t'a sorti truc, des en fait. trucs, ouais. Donc il fallait que je me remette dedans, donc là si tu veux cette intervention là c'était une parmi Tant d'autres. Ouais. parmi d'autres, donc dans ces cas-là moi je regarde mes slides et juste, ah oui ok j'en suis là. Et si je zappe certains trucs, c'est pas très grave parce que je fais en sorte que mes slides soient autoporteuses à la fin. Merci à toi pour tous ces bons conseils, on espère vraiment que ça servira à un maximum de personnes, et qui sait, peut-être que ça vous donnera envie de tenter l'aventure à votre tour. Bon, il est temps de s'activer, et ça tombe bien, on croise quelqu'un qu'on avait déjà vu au Brest CTF 2023 lors d'un talk sur la légalité du hack. Ouais, je m'appelle Jean-Nicolas Robin, je suis avocat au barreau de Rennes et je viens sur le hack pour représenter le pôle d'excellence cyber. C'est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années et qui est là pour représenter la filière en cybersécurité, des gros acteurs, des plus petits acteurs, des associations, des écoles. Le but c'est de travailler ensemble pour réfléchir, discuter et trouver des solutions à des problématiques communes. Au sein du hack, on a des groupes de travail et l'un des groupes de travail c'est Hacker Éthique, donc c'est rechercher comment est-ce que les sociétés de cybersécurité, les acteurs de la cybersécurité utilisent des hackers éthiques et donc font du hack. Donc c'était tout naturellement qu'on vient vers la filière, on vient vers les spécialistes du hack pour discuter avec eux, voir leurs problématiques, les avantages du hack, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'il faut modifier et comment on peut le modifier. Et ça fonctionne comment? Du coup, tu prends tes contacts ici, tu rencontres les gens, et ensuite... On discute par des interviews, par des articles, par des réflexions. Et nous, le pôle d'excellence cyber, on va porter cette parole soit dans des conférences, soit dans des livres blancs, c'est un peu l'objectif. Typiquement à l'European Cyber Week que nous organisons en novembre à Rennes tous les ans, cette année on aura une table ronde spécifique sur le hacking éthique. Et ça après c'est remonté niveau politique ou ça reste... C'est l'une des forces du pôle d'excellence cyber, c'est qu'il y a aussi des ministères, il y a aussi des parlementaires. Et donc l'objectif c'est aussi de faire remonter ces demandes, faire remonter ces avis jusqu'à des parlementaires, jusqu'à des ministères. On a la chance de travailler avec l'ANSSI, on a la chance de travailler avec le ministère des Armées, qui ont aussi leur avis. Et en fait c'est ça, c'est de trouver dans un cercle de réflexion qui soit de qualité, avec des universitaires. Je travaille avec Brunet Sen-Bertrand qui est professeur des universités. Comment on réussit à remonter des informations pour que à la fois on sécurise les acteurs du hacking éthique, donc c'est pas on n'en fait pas, c'est illégal, et puis à la fois on évite de leur donner des fausses informations en disant faites ça, ça va bien se passer, alors qu'en réalité ça se passe pas bien. En France depuis 2016 on a un premier cadre juridique qui protège les hackers éthiques d'une certaine manière avec une procédure bien particulière. Ce qu'on a pu regarder c'est qu'en Europe tout n'est pas du même niveau et il y a des pays typiquement le Luxembourg, typiquement les Pays-Bas qui sont un peu plus en avance, notamment sur la possibilité sur ces hackers éthiques d'aller contacter les entreprises. Et ça, c'est le point vraiment sur lequel on aimerait avancer, c'est de se dire comment est-ce que des hackers éthiques peuvent aller contacter des entreprises pour leur faire part de vulnérabilité sans passer forcément tout de suite par ce prisme de l'ANSSI. Alors ça, c'est des points d'accroche, c'est pas forcément la solution. Voilà. Et le deuxième point, c'est comment on fait en sorte de sécuriser aussi ces lanceurs d'alerte quelque part numériques et comment est-ce qu'on fait pour éviter qu'on donne un blanc-seing à une personne qui d'un autre côté fait n'importe quoi. Et là, l'objectif, c'est pas d'aller rendre légale une activité qui de toute façon serait illégale. Pas que ce soit Far West, mais que ce soit quand même organisé légalement. Mon petit doigt me dit qu'un Cybertalk légal va pas tarder à arriver. On fait un petit tour à l'extérieur sur le stand de Radzilas pour du car hacking, mais malheureusement impossible de trouver un moment pour une interview ou une démo, ça sera pour l'année prochaine. On retourne à l'intérieur à la recherche de challenges originaux sur les stands des entreprises et on va avoir 4 challenges distincts qui vont couvrir différents niveaux de la cyber qu'on maîtrise. Okay. Premier challenge autour de l'IA, qui arrive pas mal à la mode, qui apporte des nouvelles problématiques, des nouveaux vecteurs d'attaque. Un challenge un petit peu plus classique qu'on a l'habitude de connaître sur du web, un challenge forensique. Et enfin le dernier challenge, c'est un challenge hardware qui est disponible sur le stand. On essaie de faire un petit peu original à l'aide d'un FPGA. Donc un FPGA, ça permet d'avoir de la logique reprogrammable et d'avoir de très bonnes performances pour des opérations dédiées. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on vous donne ce qu'on appelle le bitstream du FPGA, qui peut être un petit peu l'équivalent de son firmware, les instructions qu'on va lui donner pour se câbler comme il faut. Le but, ça va être à partir de ça, de retrouver le code qu'on a implémenté. Ce code-là, il gère un système d'équations. Après, il suffit de le résoudre, de venir sur le stand. À l'aide des petits boutons, on entre le code qu'on a trouvé. Et quand on a le bon, voilà.
Là, c'est pas le bon, effectivement. Un Rickroll, c'est jamais le bon signe. On a 3 lots, donc on a le Flipper Zero qui est un grand classique, et après on a 2 Chameleon Ultra qui sont un peu plus nouveaux, un peu plus récents. C'est des lots qui sont pas non plus, c'est des trucs assez sympas. C'est pour ça qu'on voulait un lot, un niveau aussi assez intermédiaire, pas forcément quelque chose de très facile avec voilà. Cool, ça fait plaisir de voir des challenges un peu différents du web, du forensic ou de l'AD. Si vous avez bien suivi la vidéo de l'année dernière, vous savez qu'il y a une partie qu'on n'a pas du tout abordée, c'est le live event Bug Bounty, organisé par YesWeHack. Et non, Noubo, tu passes ces caps, t'en as déjà fait assez avec la DGSE, ça suffit. Je suis Adrien, je suis aussi XO dans le monde du Bug Bounty. Je suis du coup chez YesWeHack, on est là tous les ans. Parce que voilà, ça permet de se faire découvrir aussi auprès d'un public qui ne nous connaît pas forcément. Ça permet de rencontrer, il y a beaucoup de gens avec qui on discute sur des Discord ou autres, et du coup ça permet aussi de mettre un visage sur ces personnes-là. Demain, il y a le live Bug Bounty qu'on organise de 10h à 3h du matin, où n'importe qui sera présent sur le hack pourra venir chasser sur un scope exclusif. Ça peut être en solo et en équipe, clairement, et il y a même des fois, et c'est tout l'intérêt de ce type d'event, c'est déjà on voit aussi la communauté, on voit les chercheurs, et puis le client sera présent aussi, donc ça permet de vraiment discuter. On va pas répéter tout ce qu'on a déjà appris l'année dernière, bien sûr. Par contre, on va descendre directement au sous-sol, dans le loft, pour prendre la température avec quelqu'un que vous avez déjà vu chez nous. On a entendu le scope, qu'est-ce que c'est en fait? C'est L'Oréal. C'est difficile, c'est... Pas facile on va dire, parce qu'en fait ils sont tous des applications qui sont sur Salesforce, cloud. On va dire que c'est déjà assez bien protégé, que pas facile. Il y a des bugs, mais des pages de debug, mais c'était volontaire, pas plus. Quoi. Tu grattes, mais il n'y a pas grand-chose. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Là on gratte, mais il n'y a pas grand-chose. Merde. Là on en est à explorer l'appli mobile, ce qui nous reste comme, on va dire, comme choix. Alors, question, est-ce qu'ils sont hyper sécures ou est-ce que le scope est très limité? On va dire que c'est plutôt hyper sécure. C'est super sécure. Ok. C'est intéressant quand même. Après, il reste l'appli mobile. Okay. Peut-être qu'on va trouver quelque chose dessus. Ok, a priori, la nuit va être longue. On vous a quasiment tout montré. La vidéo, elle est pas assez longue là pour générer de la YouTube monnaie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser avec ce petit poisson pendant 10 minutes. Et voilà, à plus. Oh, ça va, on rigole. Allez, petite séquence hardware. Bonjour mesdames et messieurs, en direct du hack. Nous avons trouvé une personne avec des objets compromettants. Et a priori, il y a plein de choses très intéressantes à nous raconter. Donc on va aller voir ça et j'espère qu'on aura plein d'explications sur plein de bidouilles. Bref, vous allez voir, je vais arrêter de parler, on va laisser le monsieur... nous décrire tout ça, c'est parti. Je présente mon projet sur lequel je travaille depuis 6 mois à peu près. Concrètement, c'est un petit hardware à base de ESP32. Il fait pas mal de choses en soi, donc on est majoritairement sur du Wi-Fi et du Bluetooth. Donc on va pouvoir scanner les réseaux Wi-Fi qui sont autour de nous. On va pouvoir les cloner, faire ce qu'on appelle communément de l'Evil Twin. Derrière, on va avoir un portail captif qui est programmé donc pour popper en fait à la connexion. Donc on va avoir une seule interaction utilisateur. Hop, on va l'avoir ici. Donc même s'il est enregistré, même s'il n'est pas enregistré d'ailleurs, quand vous cliquez forcément... Ah ouais, c'est clean. Hein. Donc là, imaginez, vous venez de vous connecter à un réseau Wi-Fi, vous tombez là-dessus. C'est compliqué de voir la différence. Ouais, c'est difficile, ouais. Derrière, bien sûr, on peut récupérer les credentials qui seront rentrés sur les portails. Attention, par contre, certaines fonctionnalités sont réservées à un cadre légal. Avec un accord du client, etc. Tout à fait, absolument. Très bien. On reste sur du produit qui est réservé pour de la Red Team et sous légal et avec un contrat, bien sûr. On va pouvoir sniffer des probes, donc c'est-à-dire les appareils qui sont avec le Wi-Fi allumé et qui ne sont pas connectés à des réseaux, vont émettre des probes de reconnexion. Donc quand vous rentrez chez vous, que vous arrivez en fait directement dans votre salon, votre téléphone ou votre machine se reconnecte automatiquement, c'est parce que votre téléphone a probablement crié le nom de votre réseau toute la journée. Et on va pouvoir récupérer en fait cette probe pour pouvoir en fait l'analyser ou alors justement faire ce qu'on appelle une attaque karma qui va émuler un réseau Wi-Fi. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le réseau Wi-Fi d'origine est un réseau ouvert, la seule chose qu'on a besoin de reproduire, c'est le SSID. Donc il n'y a pas de contrôle au niveau de l'adresse MAC, il n'y a aucun contrôle qui est fait. Et donc si on reproduit un réseau avec ce même SSID, on se retrouve avec ce qu'on appelle une attaque karma. La machine a une probabilité de se retrouver connectée automatiquement à mon réseau. Derrière, autant l'automatiser. Donc on a une possibilité d'automatisation, c'est-à-dire qu'on va attendre une probe, la première qui vient, et on va émettre un réseau Wi-Fi avec le même nom de cette probe. On va attendre 15 secondes et on va recommencer, on va boucler en fait sur toutes les probes qu'on va recevoir. Une fonction war driving qui est compatible avec Wiggle, Become Spam, ça va générer des réseaux Wi-Fi ouverts entre guillemets tout autour de moi, donc personne ne pourra se connecter dessus, mais ils seront visibles tout
simplement en fait. Là en l'occurrence, bon, on a le hack, un petit rickroll, ça fait jamais de mal. Derrière on a le déhausseur, c'est-à-dire on va pouvoir désauthentifier les gens qui sont sur le 2,4 GHz, qui n'ont pas de protection PMF, donc en Wi-Fi 6 non plus. Et on va potentiellement pouvoir récupérer ce qu'on appelle le handshake, donc le four-way handshake, l'échange qui se fait entre l'app et les clients pour se connecter, qui contient en général soit un PMKID, donc qui est un dérivé du mot de passe, soit effectivement le four-way handshake où on peut dériver effectivement ce mot de passe et donc essayer de le casser. En entreprise par exemple, si on a un mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on peut le casser en 2 secondes avec une carte graphique récente. Et on peut le faire de manière automatisée. On va arriver par exemple dans un environnement sur une entreprise où on va avoir plusieurs apps, plusieurs clients qui sont connectés. Automatiquement, ça va vérifier les clients qui sont connectés et désauthentifier les clients en récupérant les handshakes automatiquement. Le wall of flipper, ça permet de détecter les flippers qui sont autour de nous. Alors je vous cache pas que au hack ça marche très très bien. Ça a l'air très intéressant ici, ouais. Sur une première journée on était à 42 flippers capturés. Ça ressemble beaucoup à des Pokémon à ce niveau-là. Ça permet donc de vérifier, donc malheureusement pour les possesseurs de Flipper 0, à la seconde où vous avez le Bluetooth activé, même si vous spoofez votre adresse MAC, même si vous changez votre nom, il y a un UID en fait dans la trame Bluetooth qui est unique au Flipper 0 et donc je peux vous voir, savoir quelle couleur est votre Flipper 0 et savoir si vous êtes en train de spoofer votre adresse MAC ou pas. Derrière on a Tesla Code, donc forcément pour ouvrir les trappes de Tesla. Alors derrière ça va être des choses qui sont présentes que sur ce hardware là, parce que malheureusement les autres n'ont pas forcément de clavier. Mais on va pouvoir se connecter à un réseau Wi-Fi avec un mot de passe tout simplement. Derrière on va pouvoir démarrer un shell SSH sur une machine, donc sur le réseau tout simplement. Si on ne sait pas où est la machine, on peut directement scanner les hosts. Donc, en général, il va prendre en fait le sous-réseau, il va scanner le sous-réseau. Donc ça fait un gros blast ARP en fait sur le réseau et directement je regarde en fait qui m'a répondu dans ma table ARP. Ce qui permet d'avoir un scan qui en fait, je prends à peu près 20 millisecondes par host, ce qui fait environ 3 secondes en fait de scan sur 254 hosts. Et ça fait je crois moins de 10 minutes sur un /16. Derrière on va pouvoir scanner les ports des machines qu'on a trouvées. On va aussi pouvoir faire du web crawling directement en fait à partir de là. Donc j'ai une liste qui vient de cette liste directement qui va directement en fait tester, voir s'il y a un 200 sur le port 80 ou sur le port 443 parce qu'il y a le HTTPS aussi. Ah, tu as vraiment un implant automatisé prêt à l'usage dès que tu appognes un Wi-Fi ou quoi, tu peux... C'est exactement ça, ou carrément sur un réseau ouvert en fait, on peut directement cartographier sans avoir besoin de rentrer un mot de passe. Ça reste ce qu'on va appeler en Red Team une arme de poing, ça va pas remplacer une machine bien sûr, mais par contre ça va nous permettre de faire des tests rapidement ou de faire de la vulgarisation auprès des utilisateurs justement pour leur montrer que c'est pas si compliqué que ça et que effectivement quand ils sont en voyage ou ce genre de choses, se connecter sur des réseaux Wi-Fi qu'ils connaissent pas par exemple, ça peut très rapidement être dangereux pour eux. Si on compare un peu au flipper, j'en ai pas de flipper donc j'avoue j'ai pas encore joué avec. Je sais que là il y a quelques fonctionnalités que j'ai vu passer qui sont présentes sur le flipper. Toute cette partie pawn entre guillemets tooling network, j'imagine t'as pas ça sur le flipper, non? T'as pas un Nmap en direct? Tu l'as en fait. La différence, si tu veux, c'est la carte, parce que du coup, là, je travaille sur un ESP32. Le flipper, là, mais il faut forcément que tu rajoutes une carte, un module en plus pour pouvoir arriver à cette fonctionnalité. Il y a des fonctionnalités que les autres firmware, type Marauder, n'ont pas. Par exemple, l'attaque Karma n'est pas présente sur le Marauder, sur le Deoffer. Okay. Je pense être le seul qui doit l'avoir, en sachant que sur d'autres modèles, on peut aussi le connecter sur le flipper 0. Et taper dessus en serial du coup avec des commandes pour le contrôler à partir du flipper 0. Pour être clair, tu as designé tout le truc, en fait tu as acheté la device, tu as dev tout. Ouais absolument, donc le device en fait il vient de chez M5, donc c'est une entreprise chinoise qui fait du matos hardware en fait destiné à la base à l'industriel. Et qui s'est mis à faire en fait entre guillemets des choses pour les makers, en sachant que voilà on a une grosse communauté derrière. Il y a pas mal de gens en fait qui font des choses dessus. Par exemple, il y a quelqu'un qui a réussi à faire un émulateur de Game Boy. On peut jouer à Pokémon dessus sans problème, avec la sauvegarde, avec le son, etc. En plus, on a une personne qui a réussi à faire un M5 launcher, qui permet d'avoir en fait les binaires de tous les projets sur la carte SD et de pouvoir les launcher à chaud en fait directement à partir de la carte SD en les installant en moins d'une trentaine de secondes. On peut changer et switcher de projet directement en fait. Super impressionnant, j'ai déjà commandé le mien et ça va finir en lab à la maison tout ça. Mais attendez, c'est pas tout. Bon alors, fais-nous un petit tour du propriétaire. Alors, on va commencer par là directement. Donc là on a, projet qui n'est pas à moi, un petit Deoffer de chez donc, SpaceN.
De la même manière, on a un petit peu Naguchi ici avec un écran de couleur. Là, on a un petit projet qui est à moi. Je voulais acheter un Shark Jack de chez Hack5. Il y en avait plus. Et la seule disponibilité qu'il y avait, c'était avec un câble. Les fonctionnalités qu'il a, elles sont pas si difficiles à reproduire. Ça reste du scan réseau, entre guillemets, de la possibilité de se connecter à travers un firewall à partir d'un implant interne. Je dis on va prendre un Raspberry Pi et on va refaire la chose en fait. Dessus on peut faire du man in the middle. Alors c'est vraiment menu et on a comme sur l'autre projet en fait on appuie sur un bouton, ça part en man in the middle, en même temps ça sniffe le réseau dans un PCAP. On a un responder dessus et on peut faire un reverse shell en fait pour sortir entre guillemets faire du bypass de firewall. Je l'ai utilisé une fois en audit pour démontrer en fait effectivement que juste en branchant un petit implant, balançant un responder, on pouvait récupérer un hash. Le mot de passe n'était pas tip top, il m'a dit mais tu peux pas le décoder. Là j'ai sorti la grosse RTX, sorti en moins de 2 minutes, donc il m'a dit effectivement là on a potentiellement un petit problème, je vais aller débrancher la prise dans la salle serveur. Hop là. Alors on dirait la même chose mais ce n'est pas la même chose. Là on est sur un projet qui est connu aussi, c'est un PonePi Alloy, qui pour moi est potentiellement entre la Bash Bunny et la LAN Turtle de chez Hack5. Ça met 15 secondes à booter à peu près, ça lance un Windows R, ça rentre des commandes, ça disparaît pendant un temps, ça fait un bip quand ça a fini et entre guillemets j'ai exfiltré l'intégralité des datas que je voulais. Il t'envoie un texto quand il a fini aussi le truc ou... Alors, pas encore, mais alors c'est ça le problème, c'est que j'aimerais bien sortir sans avoir besoin du réseau, que ça soit sur celui-là ou sur celui-là en fait. Et de passer sur du 4G, et là directement avoir un implant 4G sur lequel on peut venir taper et être... C'est royal ça, c'est royal. C'est vraiment royal effectivement. Là on a juste un petit Raspberry Pi standard, dessus il y a le BLE Spam d'origine, qui permet en fait de spanner tous les devices avec des requêtes Bluetooth, qui va donc avec la petite antenne en plus. Techniquement si je le branche là, tout le monde va recevoir des notifications sur sa machine Windows, sur son iPhone, sur son Android. Ça peut être assez ennuyant assez rapidement, on va dire. Surtout quand il y a mon collègue, par exemple, qui est en train de mettre en place 40 iPhones et que moi, je fais regardez, c'est sympa comme truc, je peux faire des notifications sur mon téléphone. Excuse-moi, tu peux arrêter, s'il te plaît, parce qu'il y a un moment, ça va commencer un petit peu à m'énerver. Hein. Alors, je vous mets au défi de me trouver un appareil de Red Team qui permet, avec un GPS et une carte SD, de faire tout ce qui est possible de faire sur le projet. C'est vraiment petit, là, pour le coup. Tac, alors forcément, il n'y a pas de batterie, hein, vu la taille de la chose. Et donc, on retrouve tout le projet avec un bouton sous l'écran, pas un bouton qui est tactile, hein, mais bien sous l'écran. C'est vraiment petit, ça tu le branches sur un PC ou un truc ou une salle serveur, jamais ça se voit. Quoi. Bon, allez, il est temps de décrocher et on pourrait y passer clairement des heures et des heures. Si vous voulez retrouver le projet et les articles associés, ça se passe sur theotherone.fr, écrit en lit. N'hésitez pas à aller voir, ça fait toujours plaisir. L'événement était quasiment terminé pour nous, il reste que le CTF pendant la nuit, mais pour voir ça il faut venir sur place et il faut participer. Puis il faut bien que certains moments restent hors caméra. Hein. Le bilan de cette seconde édition pour nous, c'était incroyablement intéressant. On a réussi à explorer beaucoup plus de choses cette fois et on espère que vous avez apprécié cet aperçu des backstage. Tout ça c'est grâce aux organisateurs, aux entreprises, aux conférenciers, aux participants et aux petites fourmis que vous avez aperçues. Ne l'oubliez pas. Un immense merci à tous ceux qui sont venus discuter avec nous. C'est toujours autant un plaisir de vous rencontrer et nous dire que vous avez commencé la cyber en regardant nos vidéos. C'est le plus grand honneur qu'on puisse recevoir. Alors surtout, ne lâchez rien, restez authentiques et bienvenue chez les Cool Kids. Ciao. Des choses vraies. Fuck. Awa wa awa 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 wa awa awa wa awa wa awa awa